Que vous êtes discipliné. C'est impressionnant. Je dis bonjour et tout le monde. Florence, je suis sûre qu'en tant que Française qui débarque au Québec et qui voit les lignes aux autobus, tu es impressionnée par la grande discipline des Québécois. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre conférence organisée dans le cadre du Festival Go Vélo Montréal. Mon nom est Magali Bebrun, je suis directrice des programmes chez Vélo Québec. Je serai aujourd'hui votre maître de cérémonie pour changer et pour introduire notre conférencière internationale qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, Florence Gall. Notre conférence se tient en mode hybride, donc en plus de la cinquantaine de personnes qui s'étaient inscrites pour être parmi nous en présentiel, on a aussi une cinquantaine de personnes inscrites pour la version hybride. Donc on va tenter de donner la parole à tout le monde et de s'assurer que tout le monde ait une belle expérience. Merci à vous toutes et tous d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre de la programmation du festival Go Vélo Montréal, qui a débuté dimanche dernier avec le défi métropolitain et qui se poursuit ce vendredi avec le Tour la nuit et dimanche, bien sûr, avec le Tour de l'île. Le festival Go Vélo Montréal est un événement cycliste d'une semaine présenté par Le Lait. Nous remercions également Sport Expert et Bixi, nos commanditaires associés. Enfin, le festival bénéficie aussi du soutien du gouvernement du Québec, de la ville de Montréal et de Tourisme Montréal. Merci à tous ces partenaires de rendre possible cette magnifique célébration du vélo et de la culture cyclable à Montréal. Alors, tout d'abord, quelques informations pratiques pour ceux et celles qui sont avec nous en présence. Si vous cherchez les salles de bain, elles se situent là. La conférence de Florence va durer 40 à 45 minutes. Puis, à l'issue de cette présentation, j'inviterai deux autres intervenantes qui sont avec nous aujourd'hui, Maude Gauthier et Amélie Cossé, à se joindre à nous pour un court panel. Après quoi, nous aurons une période de questions pour le public. Pour celles et ceux qui sont en ligne, je vous invite à utiliser l'outil de questions-réponses de Zoom pour inscrire ces questions et nous pourrons les lire et faire en sorte que vos panélistes et votre conférencière puissent y répondre. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la soirée et quand viendra le temps des questions du public, nous pourrons les adresser une à une à l'issue de la discussion. Alors, entrons dans le vif du sujet. Avec Florence. Donc, Florence Gall est déléguée générale de la filière vélo en France depuis 3 ans. France Vélo, filière économique, rassemble l'ensemble des représentants de l'économie du vélo en France pour développer l'économie et l'usage du vélo en portant des projets d'intérêt collectif. Urbaniste de formation, Florence a travaillé pendant 15 ans sur des projets d'aménagement et de mobilité urbaine, mais aussi à l'Assemblée nationale, ce qui est sans aucun doute un grand atout pour le métier qu'elle fait aujourd'hui. Cycliste au quotidien depuis l'enfance, elle a participé à la création de l'association Les Femmes à vélo. Florence, à toi la parole. Ben, merci beaucoup Magali pour cette introduction. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour m'écouter sur ce sujet qui apparemment... Alors, quelqu'un peut essayer de me trouver une solution. Si tu peux le faire passer manuellement, au moins sur la première slide, s'il vous plaît. Donc, sur ce sujet qu'on a intitulé la conférence, le vélo, une filière, ah bah voilà, ça va plus, une filière des emplois et des femmes. Et alors, juste petite anecdote quand même, aujourd'hui dans la salle, il y a 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Et normalement, dans le vélo, c'est au moins le contraire. Dans la plupart des événements, donc voilà, merci mesdames d'être là, merci monsieur aussi, parce que c'est un sujet, les sujets que je vais aborder, ça nous concerne tous et tous, bien entendu. Merci à Vélo Québec de m'avoir invité pour parler de ce sujet et je vais essayer de faire dérouler le truc. Ça marche ou pas? Ça a marché tout à l'heure, hein. Excusez-moi pour la... Ouais, attends. Excusez-moi, je vais essayer de... Donc voilà, donc la filière économique du vélo en France, c'est plein de choses. Voilà, allez, c'est parti. D'accord, on va faire comme ça. Donc en fait, c'est parti d'un constat, c'est l'explosion, enfin, à la suite du Covid, de la pandémie, on a eu un certain nombre d'échanges entre tous les acteurs du vélo. Ce qu'on a constaté, c'est que le vélo, enfin, la FUB le disait depuis longtemps, c'est tout un écosystème qu'il faut faire vivre pour que le vélo se développe.
Mais c'est quoi cet écosystème? C'est plein de choses. C'est aussi bien la production du vélo, des vélos, la réparation, l'entretien, la cyclo-logistique, la santé, le sport et tout ce qui est autour des événements, le tourisme, le loisir, les aménagements cyclables. Et en fait, on s'est rendu compte à l'occasion, à plusieurs occasions, que les gens ne se connaissaient pas forcément, ne se parlaient pas forcément, et en tout cas, que la filière n'était pas connue au niveau national comme une filière économique d'avenir. Et donc, dans ce cadre-là, on a commencé à travailler, à faire en sorte de rendre visible la filière vélo. Pourquoi? Donc, pour faire en sorte que demain, l'impact et le poids économique du vélo soient vraiment perçus comme un secteur économique d'avenir, faire en sorte que tout le monde se rencontre pour porter des projets communs, ça s'est vérifié et ça se vérifie toujours, et puis aussi obtenir la reconnaissance de l'État, comme quoi la filière économique du vélo, ben, elle existe et c'est une filière économique donc d'avenir. Alors tout ça s'est fait assez rapidement finalement. Dès 2020-21, on a fait des visites d'usines tous ensemble. Il y a une alliance pour le vélo qui a été montée auparavant pour déjà se connaître, mais ça s'est amplifié à la suite d'un rapport parlementaire d'un député qui a montré justement qu'il fallait un plan vélo ambitieux, mais il fallait aussi que la filière économique se structure. En 22, on a fait des premiers états généraux où les gens se sont rencontrés. On a fait des groupes de travail avec une centaine de personnes, 9 groupes de travail, pour travailler à toute une co-construction de la filière. Et au final, on a réussi en 2024 à avoir un contrat de filière avec l'État, qui était donc une étape très importante. Tout ça avec un mot d'ordre important pour nous. Notre objectif, c'est faire plus de vélos en France dans tous les sens du terme. Je suis contente parce que, comme vous êtes francophone, je peux faire le jeu de mots. En anglais, ça marche pas du tout. Mais donc voilà, notre enjeu, c'est faire plus de vélos en France dans tous les sens du terme. Quand vous demandez aux acteurs économiques quelle est leur priorité, la priorité, c'est qu'on fasse des aménagements cyclables de qualité. On est tous d'accord là-dessus. La priorité, c'est faire, pour qu'on ait plus de cyclistes, pour que le vélo se développe, pour que l'économie du vélo se développe, il faut plus d'aménagements cyclables de qualité. Ça, c'était une première constat hyper important. Et puis, globalement, il y a aussi d'autres actions à mener. On avait besoin d'être visible, donc on a fait ce collectif pour porter vraiment une vision commune et des projets ensemble. Et donc, France Vélo, c'est une filière économique pour commencer. Ça veut dire quoi concrètement? C'est aujourd'hui, France Vélo, c'est une association d'associations. C'est pas une fédération, c'est une association d'organisations nationales et régionales. Je vous ai mis dans la slide d'après les logos, mais comme ça ne vous parlera pas, c'est normal. Vous voyez dans des couleurs différentes, j'ai 16 membres. Donc l'association nationale qui représente les cyclistes, l'association qui représente les producteurs de vélos, celle qui fait la promotion du vélo et l'identification, les collectivités et les élus engagés pour le vélo, le monde du tourisme à vélo, la cyclo-logistique, les moniteurs cyclistes, le monde du vélo en entreprise, les acteurs du vélo public, les artisans du vélo, parce qu'en France, on a la chance d'avoir beaucoup d'artisans du vélo qui sont fédérés, le monde de l'économie sociale et solidaire qui considère que le vélo, c'est un secteur d'avenir, les 2 fédérations sportives de vélo, parce qu'on en a 2 chez nous, c'est sympa, c'est plus facile, et 3 clusters régionaux qui sont justement autour du vélo. Voilà. Donc ça nous fait tous nos membres. C'est pour montrer aussi qu'on était hyper cloisonnés. Et c'était toujours surprenant à quel point les gens ne se connaissaient pas entre ces différentes structures. Et France Vélo, c'est l'occasion d'échanger et de se rencontrer et de porter des projets. Donc les projets, on a travaillé tous ensemble à les définir ensemble. Il y en a 22 qui sont soutenus par l'État dans le cadre d'un contrat de filière. Donc notre contrat de filière, c'est un programme de travail pluriannuel où on s'est mis d'accord avec l'État sur 22 projets sur lesquels l'État est prêt à nous soutenir. Donc c'est ce qu'on déroule. Et je ne vais pas vous détailler les 22 projets parce que c'est un peu insipide. Je vais juste vous montrer quelques projets qui ont bien fonctionné et sur lesquels on a bien avancé. La première grande réussite qu'on a eue, même avant la signature du contrat de filière, c'est d'avoir du financement pour réindustrialiser le vélo en France. Donc refaire du vélo, refaire l'industrie du vélo en France. On a un constat simple, la France, c'est un des pays historiques de la construction du vélo au niveau industriel. Vous connaissez peut-être tous des marques comme Gitane, Peugeot, Look et autres qui ont porté et développé, enfin qui ont porté vraiment, qui portent l'histoire du vélo à travers la France, qui ont porté des innovations. Voilà. Aujourd'hui, jusque dans les années 80, 2000, on remonte dans le cadre de la mondialisation, on a démoli l'industrie du vélo en France, mais il nous reste des beaux restes. Et donc, à partir de cela, on essaye de tout revaloriser
et de faire en sorte qu'on reassemble plus de vélos en France. Alors, on assemblait encore des vélos en assez grand nombre avant le Covid, mais là, l'appareil économique, l'appareil d'assemblage, les usines, on a des usines neuves, on a des usines qui ont été réaménagées, et on peut vraiment produire énormément de vélos en France. Maintenant, il faut que le marché suive aussi. C'est le but des autres démarches pour faire en sorte que les gens soient en mesure d'acheter du vélo ou fassent le choix du vélo dans leur déplacement au quotidien. Donc, première grande victoire, on a eu un appel à projet du ministère de l'économie pour faire des projets autour de l'assemblage de vélos, des composants à forte valeur ajoutée et donc également travailler autour du reconditionnement et recyclage. 28 projets qui ont été retenus en juillet 2025 qui sont en train d'être implémentés en France en ce moment. De nombreux projets autour des cadres. On faisait plus de cadres pratiquement en France, mais aussi des projets sur les moteurs, sur la transmission, et pas mal de projets qui ne sont pas là-dessus sur le reconditionnement. Et tout ce qui est recyclage, reconditionnement, qui est un secteur, bien entendu, majeur pour nous. Donc ça, c'était quand même, pour tout vous dire, c'est parti d'un échange avec nos collègues du ministère qui avaient vu passer un appel à projet sur l'industrie de la voiture électrique, qui était sur plusieurs milliards, on va pas se cacher la chose. Mais on dit, mais pourquoi on ne fait pas la même chose sur le vélo? Eh bien, on l'a rédigé ensemble, on l'a poussé, on l'a eu, et c'est quand même assez... et on l'a fait parce qu'on était tous derrière. C'est ça qui a marché. Deuxième projet majeur pour nous, ça a été de développer un label, un score pour identifier les vélos qui sont faits de manière réparable, durable et responsable. Voilà. Donc, à l'origine, on voulait en faire qu'un seul de label. On a dû en faire deux pour des questions de législation européenne. Donc à gauche, vous avez le cycle score, qui est notre score qui permet d'identifier les vélos qui sont, comme on dit, écrit là, à quel point ce vélo est-il respectueux de la planète et des hommes et des femmes qui le produisent. Et à côté, on a un indice France Vélo qui permet d'identifier vraiment à quel point le vélo est fait en France. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur ces deux labels. Plein d'informations sur mon site internet. J'ai déjà fait d'autres présentations dessus. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que sur le cycle score, vous avez deux volets. Un volet qui concerne vraiment le modèle de vélo, qui est son empreinte environnementale. Sur le choix des cadres, le choix de la batterie pour les vélos électriques, les choix faits sur le décor, sur les composants, avec la distance entre les lieux de fabrication des composants et tout cela. Donc ça, c'est le volet environnemental. Donc sur ce vélo, ils ont un B en environnemental. Et en haut, c'est le sociétal. C'est à quel point l'entreprise s'engage en termes de responsabilité sociétale et environnementale, avec 5 points, dont les conditions de travail, dont l'engagement en termes de bilan de gaz à effet de serre, l'égalité entre les femmes et les hommes, la mobilité active et durable. Et j'ai un trou. Ouais, c'est pas très grave. Voilà, enfin, ça vous donne un peu une idée des critères qu'on a. Si, bien sûr, l'inclusion avec le handicap et l'apprentissage et les jeunes au sein de l'entreprise. Et à côté de ça, donc, on a l'indice France Vélo qui est complémentaire au cycle score. On ne peut pas avoir l'indice France Vélo si on n'est pas cyclo-scoré. Et là, il y a 5 étapes, la conception, l'assemblage, le peinture, et puis un premier palier de 15% de valeur ajoutée pour les composants, un deuxième de 40% de valeur ajoutée pour les composants. Si vous avez 5 sur 5, ça veut dire qu'au moins le cadre, il est français pour un vélo mécanique, ou que le moteur ou la batterie, enfin, on ne fait pas de batterie française, donc le moteur est français pour un VAE, par exemple. Et on a des entreprises qui sont triplement A et 5 sur 5 là. On a d'autres qui ne le sont pas. Voilà. J'ai pas mis le. Je me suis trompée de sens, c'est pour ça. Vous voyez, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on a déjà plus d'une quinzaine de marques qui ont fait le choix d'être cycloscorées. Des petits, des grands, des artisans, et un peu moins sur l'indice France Vélo. On est assez connu, on est assez content parce que notamment on a Riese Müller qui vient de nous rejoindre dans la démarche. Donc c'est une marque allemande, donc forcément elle n'est pas indice France Vélo. Mais voilà, donc on a toutes ces structures qui ont fait le choix d'être cycloscorées. Ce n'est pas encore très connu du côté du grand public, mais c'est bien connu du côté des professionnels. Et les professionnels, c'est aussi un marché, notamment du côté des pouvoirs publics, qui est assez important. Et on continue à travailler pour que ça soit mieux connu aussi du côté des acteurs. Un autre sujet sur lequel on est content d'avoir fortement avancé ces derniers temps, c'est ce qu'on pourrait appeler rapidement le vélo de fonction ou le leasing vélo. En fait, on s'est rendu compte que c'est une priorité pour la filière également de faire en sorte que l'accès au vélo soit rendu possible par les employeurs.
parce que peu de gens, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un vélo électrique au prix. Enfin, quand vous gagnez 2 000 euros, c'est difficile de mettre 2 000 euros dans un VAE qui risque en plus d'être volé. Voilà. Là, la possibilité est offerte par l'entreprise d'avoir accès sur 3 ans. Vous payez pendant 3 ans, mois par mois, une part de votre vélo, et à la fin, vous pouvez l'acheter sur le reste à charge. Donc, c'est pas grand-chose. Et donc, on a montré qu'il fallait un petit peu faire bouger la loi sur ce sujet-là. Je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est ultra technique de fiscalité française, c'est vraiment pas passionnant. On a fait une étude pour montrer vraiment où on en était. On a fait un travail de plaidoyer auprès de tous les ministères, tous ensemble, pour porter ce sujet du leasing vélo. On a fait aussi signer une tribune par 150 organisations et entreprises, dont Decathlon, dont la FUB, dont les acteurs, enfin l'ensemble des acteurs ont signé, pour montrer qu'on avait vraiment besoin que ça bouge en France sur ça, parce que c'était un énorme levier. Et on a gagné il y a 2 semaines. Voilà, on a eu l'annonce comme quoi le vélo était maintenant reconnu comme un avantage en nature négligé, c'est-à-dire que quand vous l'avez dans votre fiche de paye, il n'est pas fiscalisé. Bon, c'est très technique, mais ça nous permettra normalement d'avoir un vrai développement du vélo. Pour l'instant, le parc de vélos en leasing en France, c'est 25 000 vélos. En Allemagne, ils sont à 2 millions. Voilà. Donc vous voyez que pour l'économie du vélo, c'est un sacré enjeu. Voilà pour les quelques projets qu'on a déjà portés. On en porte d'autres que je ne vais pas détailler parce que je vais vous parler d'autres sujets, parce qu'il y a d'autres sujets sur le sujet qui nous amènent aujourd'hui. C'est aussi de montrer que la filière vélo, c'est des emplois, c'est de l'économie, parce que on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on montre, qu'on dispose de ces données-là pour compter dans le monde économique. Alors effectivement, moi je le dis souvent, pour compter, il faut se compter. Voilà. Donc on a commencé à faire cela. On a fait un premier travail assez artisanal en 2022 lors de la structuration de la filière, qu'on a retravaillé en se mettant d'accord sur une base, à savoir qu'est-ce qu'on compte. On avait un vrai problème parce que tout le monde comptait les choses différemment. On ne savait pas où on mettait les emplois dans la filière et tout cela. Donc on s'est mis d'accord sur 6 branches. Donc voilà, je vous les présente. Je ne vais pas tout vous présenter dans le détail, mais c'est pour vous donner un peu une idée. Donc je vous disais, donc le monde de la distribution, tout ce qui est vente, réparation, maintenance. Après, tout ce qui est production autour, effectivement, des vélos, mais aussi de tout ce qui est accessoires, modalités de stationnement, tout ce qu'il y a autour de tout ce qu'on peut produire dans le monde du vélo. Le transport à vélo, cyclo-logistique, mais également livraison de repas, également livraison postale. En France, on a 8 000 postiers à vélo. Je pense qu'ils font pas trop la... Je ne sais pas si ici, les postiers sont à vélo. Nous, on a vraiment énormément de postiers à vélo. Après, tout ce qui est sport, loisirs, tourisme, parce qu'en France, c'est souvent assez relié, en fait, que vous fassiez, enfin, le monde des emplois qui sont dans le sport, le loisir, le tourisme, sont assez proches. Après, on a un gros truc qu'on appelle service, parce qu'il y a plein de choses, il y a aussi bien le plus... Et le dernier, c'est l'aménagement. Alors, ça se détaille comme ça, donc c'est illisible, ça s'appelle la pieuvre. Mais globalement, si vous travaillez dans le monde du vélo, vous devez normalement trouver la case qui vous correspond. Voilà, donc là, je vous l'ai déjà plus ou moins dit, donc distribution avec tous les détails. Sur les services, je vais peut-être juste détailler les services parce qu'on a mis plein de choses. L'assurance, le financement, il se développe énormément. Parce qu'on a un gros problème de vélo, de vol, hein. Je sais pas, enfin, chez nous, c'est vraiment important, un vrai problème. Tout ce qui est exploitation de services vélo public partagé. Tout ce qui est formation et enseignement, notamment les moniteurs. Les moniteurs ne voulaient pas être dans le sport, tourisme, loisir, parce qu'ils considèrent qu'ils ne font pas que du sport et du tourisme et du loisir, ils font également de l'apprentissage de la mobilité. Le monde de la culture, on a 200 à 300 artistes qui se déplacent à vélo et qui y tiennent beaucoup. La communication, le numérique, les organisations et le plaidoyer. Donc ça, c'est correspondant à Vélo Québec ici. C'est moi et Vincent ici, on est là-dedans. Et aussi le monde de la santé qui se développe avec la dimension vélo comme sport santé. Et puis, ce point-là qui est aussi important, c'est l'aménagement avec les travaux de planification, les bureaux d'études, les gens qui travaillent en collectivité locale à mettre en place les plans, et donc tout ce qui est administration publique du vélo. Et puis, tous les gens qui font les travaux, pas seulement pour reboucher les nids de poules, je sais que c'est un sujet actuellement, mais également pour faire des aménagements de qualité. Et là, je vais vous en parler en détail. Tout ça, ça porte sur 64 000 emplois. Donc, par comparaison, le monde de la voiture, c'est entre 300 et 350 000 emplois. C'est pas ridicule, 64 000. Voilà. L'aéronautique, qui est aussi un fleuron français, c'est dans ces eaux-là. 64 000, ça nous permet de montrer que
Mais bien sûr, on n'est pas aussi important que la voiture, mais on n'est pas du tout ridicule en fait. Pas du tout. Et donc, on a une décomposition que je trouve plus claire là-dessus. Transport à vélo, c'est là où on a le plus d'équivalent donc ETP, c'est emploi à temps plein, équivalent temps plein. Donc on a le plus d'emplois dans le transport à vélo parce qu'on a fait le choix d'intégrer les hommes qui livrent à vélo des repas. Voilà. Donc là, c'est un chiffre assez compliqué à avoir, mais effectivement, ça, plus les postiers, plus les cyclo-logisticiens qui finalement ne représentent pas une grande partie de ce transport à vélo, eh ben, ça fait énormément de monde. Deuxième poste, c'est la distribution. Donc tout ce qui est magasin de vélo, hein. Voilà, vélocistes et autres. Troisième point, l'aménagement. L'aménagement, auparavant, était absolument pas visible et connu comme un secteur économique du vélo. Alors qu'en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, si vous sommez donc les gens qui travaillent en collectivité locale, dédiés au vélo, les gens qui travaillent en bureau d'études spécialisés vélo, et les mondes que ça représente en termes de marché du côté des travaux publics, eh ben, ça fait 10 000 personnes. C'est la première fois que la Fédération nationale des travaux publics, Route de France, se penchait sur le sujet. Ils se sont rendus compte que les aménagements cyclables, c'est 7 000 emplois temps plein. Et la croissance de l'économie de production de pistes cyclables, production de pistes cyclables, leur permet de compenser la perte sur les autoroutes. Parce qu'en France, on essaie d'arrêter de construire des autoroutes. Et voilà. Donc c'est bien pour eux et c'est aussi un enjeu de marque employeur parce que c'est quand même plus sympa de faire des pistes cyclables que des autoroutes. Enfin, personnellement, je pense. Voilà. Donc les services, je vous disais une grande diversité. On est à 5 500 emplois. La production, en fait, c'est pas grand monde malgré tout. Même si on a beaucoup de marques de vélos en France, c'est 4 000 personnes. Mais ça permet de produire quand même beaucoup de vélos. Et puis le sport et loisirs, on en est à 4 000 ETP parce qu'on a pris sur le tourisme que les gens qui sont directement concernés par le tourisme à vélo parce qu'ils sont tour opérateurs. On n'a pas pris tout ce qui est hôtellerie et restauration qui dépend du tourisme à vélo. Là, on considère qu'en France, il y a 40 000 emplois qui sont reliés au développement du tourisme à vélo. Mais personne, enfin, personne dans l'hôtellerie vous dirait, ouais, moi je suis dans la filière vélo parce que j'accueille des gens qui font du vélo. Donc on les a mis à part. Mais ça, c'est vraiment sous-estimé par rapport au poids économique que ça représente. Parce qu'il y a vraiment énormément de monde qui travaille dans ce secteur et qui bénéficie de l'attractivité de la France en termes de tourisme à vélo. Je réponds aux questions après, hein. On parle du dernier point qui est hyper important pour nous, pour moi aussi, mais pour plein d'autres personnes. D'ailleurs, pour l'ensemble du métier, c'est aussi des femmes qui travaillent dans la filière économique du vélo. Alors pourquoi pour nous c'est important d'aborder ce sujet de la place des femmes dans la filière économique du vélo? Pourquoi c'est un sujet crucial? Alors, tout d'abord, enfin, c'est prouvé par maintes études que plus vous avez de femmes dans votre dans vos organisations, plus elles sont performantes, innovantes, accueillantes, attractives, impactantes, tout ce que vous voulez. Donc, dans un milieu très masculin, c'est important d'intégrer plus de femmes au niveau économique. Accessoirement, on a beaucoup fait changer la loi en France et c'est impossible de ne pas avoir des actions positives pour l'égalité dans l'emploi aussi. Et enfin, on est aussi persuadé que si on veut avoir plus de femmes à vélo, il faut plus de femmes qui travaillent dans le milieu du vélo. Aujourd'hui, c'est 35% de femmes en moyenne. Les cyclistes, quand vous prenez les cyclistes, il y a 35% de femmes et donc 65% d'hommes. Donc, une femme pour 2 hommes. Les entreprises du monde du vélo se rendent bien compte que s'il y a un levier de croissance à aller chercher, c'est les femmes. Voilà, simplement. Donc, il faut aussi qu'on puisse les adresser et on a lancé, du coup, l'année dernière, une grande étude sur ce sujet-là. Le premier sujet, c'était de savoir combien on était. Donc, on n'avait aucune idée. Donc, on a utilisé l'enquête que je vous ai montrée auparavant. On a fait juste une question complémentaire sur le pourcentage de femmes dans toutes les organisations, structures et autres qui étaient questionnées. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a pu avoir ce chiffre-là, qui est à peu près désastreux. Mais bon, au moins, on sait d'où on part. Aujourd'hui, en France, on a 18% de femmes dans la filière économique du vélo. Donc, ben voilà, ça fait vraiment pas beaucoup quand vous y réfléchissez vraiment, mais il y a quand même des fortes disparités en fait. Alors, 18% de femmes, ça équivaut, en fait, on n'est pas bien par rapport aux autres secteurs économiques. On est au-dessus de la construction, encore heureusement, vous me direz, mais on est vraiment en dessous de l'automobile, de l'industrie et du numérique. Ça me prouve bien ce que beaucoup d'entre nous vivent au quotidien quand on travaille dans le monde du vélo. Ben, c'est des secteurs qui sont encore très masculins
c'est des acteurs très masculins, mais qui ont envie, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir plus de femmes et qui justement se positionnent et se questionnent sur comment faire pour faire bouger les choses. Et donc notre étude, elle partait d'une approche très quanti. Elle est complétée par un volet très qualitatif qui montre qu'il y a encore une femme sur deux qui est victime de violences sexuelles et sexistes et d'harcèlement dans les différentes entreprises du vélo. Mais bon, ça, c'est pas spécifique au vélo, hein, c'est assez global, qui montre que globalement, toutes les entreprises ont envie de bouger, mais ils ne savent pas trop comment faire. Donc, cette étude, c'est du quanti, que vous voyez là, donc de manière détaillée, en voyant la diversité aussi selon les secteurs. Et c'est aussi du quali et des recommandations, que je ne vais pas vous détailler parce que c'est très très long. Mais on a plein de recommandations très pratiques, qu'on présente maintenant aux entreprises et avec des ambassadeurs qui viennent parler sur le terrain pour les diffuser. Alors, comme vous le voyez, là où il y a le plus de femmes, ça peut être un peu surprenant, c'est dans le monde. Pardon, excusez-moi, je vais penser qu'il y avait autre chose. C'est dans le monde de la production, parce que les usines de vélos sont des usines très féminisées. Voilà. Donc, globalement, vous avez 29% de femmes dans les usines de vélos, notamment sur tout ce qui est roues et décors, mais pas seulement. Et par contre, dans la distribution, vous allez dans n'importe quel magasin de vélo, vous savez bien que les femmes, vous les comptez sur les doigts des mains. L'aménagement, c'est très varié. Dans le monde du travaux public, il y a peu de femmes. Par contre, du côté des bureaux d'études et des collectivités locales, on est à moitié-moitié à peu près. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, nous, on a beaucoup de femmes impliquées dans l'aménagement cyclable et qui travaillent à la qualité des aménagements. Sur les services, c'est la diversité qui fait qu'on est à 16%, notamment les moniteurs sont encore très très masculins, autour de 10% chez les moniteurs cyclistes en France. Sport, loisirs, tourisme. Alors c'est très varié. Dans le tourisme à vélo, on a 80% de femmes. C'est les femmes qui organisent les voyages à vélo pour les hommes et les femmes. Voilà, ça. Mais parce que le monde du tourisme est aussi très féminin de manière générale. Après, du côté du sport, sans grande surprise, on est à 20%. Voilà. Même s'il y a des choses qui bougent énormément avec le retour du Tour de France Femmes, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent et les fédérations se bougent énormément pour accueillir bien mieux aujourd'hui qu'avant les femmes dans leurs équipes. Et donc, pour finir sur le transport, sans surprise, effectivement, il y a très peu de femmes qui font de la livraison. Voilà. Et donc, je vous propose juste un petit test, de vous poser quelques questions. On a, à l'issue de notre étude, lancé un autodiagnostic pour un peu essayer de faire bouger les consciences et faire en sorte que tout le monde se pose quelques questions par rapport à la structure dans laquelle vous travaillez. Par exemple, est-ce que vous savez quelle est la part de femmes dans vos structures? Je sais que certains se sont posés la question, enfin on en parlera tout à l'heure, mais vous n'avez pas forcément conscience. Donc déjà, il faut se poser sa propre question pour avoir un peu faire son bilan. Et combien de femmes ont des postes à responsabilité dans votre structure? Et est-ce qu'il y a une surveillance entre les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, par exemple? Est-ce que vous avez des visuels, des visuels avec des femmes dans vos communications autour du vélo? Il y a encore énormément de magazines où il n'y a que des hommes blancs, excusez-moi, en bonne santé dans tous les visuels. Euh, Sportifs plutôt, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il faut qu'on arrive à faire bouger aussi les cadres pour que les femmes aient envie de venir travailler et envie de se retrouver dans ce monde-là. Après, il y a tout ce qui est violence sexuelle et sexiste. C'est indispensable de former notamment au niveau des ressources humaines pour faire en sorte que on ait tous les moyens de faire baisser ces agressions. Il y a ici tout un travail à faire pour faire en sorte que les femmes restent dans le milieu du vélo et soient amenées à y travailler, notamment sur la rédaction des offres d'emploi. Si vous faites des offres d'emploi ultra techniques, ultra mécaniques, ou vous demandez un expert en mécanique vélo, de tout ça, enfin, il y a plein de femmes qui diront, moi, je suis jamais assez experte. Alors que donc il y a tout un travail dans la rédaction des offres qui permettent de faire évoluer les choses. Puis il y a aussi des actions en direction des hommes. Voilà, il y a des actions à faire par rapport notamment au congé paternité, par rapport au temps laissé à la vie publique et privée, par rapport à la vie professionnelle pour chacun. Et nous, un de nos critères, c'est vraiment d'encourager les congés paternité qui ont pris de l'ampleur en France. Et donc, c'est un des critères qu'on regarde dans les détails. Mais il y en a d'autres. Et donc, voilà, donc on s'est fixé cet objectif d'arriver à 30% en 2035 de femmes dans la filière vélo. C'est ultra ambitieux. Voilà. Mais bon, comme pour l'instant, il n'y avait pas d'outils, on va continuer à essayer de porter la chose. Premier point, c'est continuer à se compter pour pouvoir suivre et monitorer un peu tout cela. On fait aussi des petits déjeuners ou des moments en non-mixité
pour essayer de développer la sororité, faire en sorte que les femmes se sentent à leur place et à l'aise dans le monde du vélo et s'entraident. Donc c'est ce qu'on a fait hier matin avec Magali. Ici aussi au Canada, on diffuse du questionnaire d'autodiagnostic. On essaie de faire en sorte que de pousser les hommes en représentant la filière à ne plus participer à des tables rondes 100% masculines. Ça arrive encore, mais ils se font vraiment taper sur les doigts maintenant. Vraiment, mais c'est compliqué pour plein de raisons. On a un réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices pour continuer à faire vivre cette étude pour pas qu'elle reste dans un placard, et notamment toutes les recommandations. Et puis, on met en place un mentorat au niveau de l'association Femmes à vélo. Voilà pour vous dire tout ce qu'on essaye de faire pour faire en sorte que demain, bah, la filière vélo en France soit toujours plus d'emplois et avec toujours une place toujours plus grande pour les femmes en son sein. Merci Florence. Tu as vraiment couvert beaucoup, beaucoup de sujets et de contenus au sein d'une même présentation. Alors pour poursuivre, on va réaménager légèrement et on va inviter nos amis à se joindre à nous pour un petit panel. Alors, je vais inviter... Dans quel ordre on vous prend? Ah oui, un petit verre d'eau, parfait. Je vais commencer avec Maude. Maude Gauthier, qui est copropriétaire et directrice conseil partenaire et gestion du risque chez Cycle de Vinci, une entreprise québécoise qui conçoit, fabrique et assemble des vélos à Saguenay. Issue du milieu du financement au PME, pardon, elle s'intéresse particulièrement aux leviers qui permettent de renforcer les entreprises d'ici impliquées dans l'industrie du vélo, notamment au niveau des détaillants. Pour elle, soutenir les PME, préserver le savoir-faire au Québec et bâtir une structure entrepreneuriale durable sont des enjeux centraux pour conserver notre indépendance, notre ingéniosité et des emplois de qualité ici. Maman de 2 jeunes enfants, elle porte aussi un regard concret sur la place du vélo dans nos milieux de vie et sur l'importance de développer un écosystème cycliste solide, accessible et profondément ancré dans sa communauté. Maude, je t'en prie. Et j'inviterai également Amélie Cosset à se joindre à nous. Amélie Cosset est la directrice et la cofondatrice de Momentum Consultant en Transport, une firme spécialisée en planification des transports qui facilite la mobilité durable en mettant l'humain au cœur de l'aménagement des espaces. En 2018, Amélie a ouvert le premier bureau international de Momentum qui compte aujourd'hui 7 employés à Montréal. L'aménagement d'espaces sécuritaires et confortables pour les piétons et cyclistes est au cœur de sa pratique depuis 11 ans. En 2026, Amélie a également rejoint le conseil d'administration de l'Association des femmes en transport de Montréal, qui vise à promouvoir la place des femmes dans les domaines professionnels liés au transport. Amélie, si tu veux bien te joindre à nous. Et pour commencer, j'ai envie qu'on apprenne peut-être un peu mieux à connaître Maude et Amélie parce qu'elles ont vraiment des parcours inspirants. Et je pense qu'une des choses dont on a discuté, notamment hier lors de notre déjeuner entre femmes, c'est l'importance des modèles inspirants et des personnes qui peuvent nous donner envie de devenir comme elles. Alors, sans vouloir vous mettre la pression. Donc, Maude, je commencerai peut-être avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et comment tu en es arrivé à occuper le poste que tu occupes aujourd'hui chez De Vinci? Oui, donc, OK, excusez. Donc oui, moi, dans le fond, j'ai fait mes études en finance, puis j'ai toujours semi-travaillé chez De Vinci depuis la blague que je dis, c'est que mon premier emploi rémunéré chez De Vinci était à 12 ans. Ne vous inquiétez pas, j'étais payée, évidemment. Mais dans le fond, De Vinci a été acheté en faillite technique par mon père en 1989. Donc, j'ai comme gravité autour de l'entreprise familiale toute ma vie, évidemment. Puis, dans le fond, mon conjoint et moi avons racheté l'entreprise de mon père. On a commencé ce long processus-là. En fait, moi, je suis partie à la Banque de développement du Canada pendant quelques années comme directrice de compte pour affiner mes connaissances en finance, puis vraiment comprendre un peu mieux là, tout le volet là, des PME, etc. Donc ensuite, après mon premier congé maternité, je suis revenue aider mon conjoint. C'était en 2021, donc on s'entend qu'on était en pleine pandémie.
Donc, on a commencé ça. C'est là que mon conjoint a acquis des parts dans l'entreprise. Je suis venue l'aider, lui donner un coup de main, puis on a clos la transaction en 2023 où mon père a pu prendre sa retraite de Vinci, du moins. Mais on avait commencé ça là, vraiment depuis la COVID. Il a été un cédant très patient. Il nous a laissé un peu, avait la confiance de nous laisser les rênes de l'entreprise. Puis, c'est un peu là, mon parcours en histoire plus courte. Donc, c'est pas mal ça. Puis pour compléter le portrait, parce que je pense que parfois on ne réalise pas à quel point De Vinci est quand même assez unique en son genre au Québec. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui est assez particulier chez De Vinci? Parce que tu sais, on sait qu'on a des fabricants, qu'il y a du monde actif dans notre filière, même si on ne sait peut-être pas aussi bien compter, quoi qu'on a fait une première étude économique sur la filière vélo québécoise, mais De Vinci, c'est quand même une bibite à part, là, dans une catégorie à part. Oui, ben dans le fond de Vinci, c'est en fait là, Florence évoquait ça tout à l'heure là, dans les années. En fait, je vais recommencer un peu plus loin. De Vinci a toujours été dans le fond un fabricant de vélos en aluminium à la base, puis diversifié dans le carbone, mais l'aluminium avait toujours été fait au Saguenay. Le Saguenay, c'est une région qui est quand même qui a une industrie de l'aluminium qui est très très forte. Donc c'est pour ça que ça avait été développé à cet endroit-là. Lorsque Florence, comme elle disait, là, il y avait un mot cool dans le milieu des années 2000, c'était offshoring. Donc, c'est sûr que les gens, il y avait une très grande tendance à prendre la production, l'envoyer en Asie, puis dire, nous, on offshore notre production. Puis, dans le fond, est arrivée la première opportunité de diversification de Vinci, qui était le contrat de Bixi, qui était le premier contrat de vélo en libre-service au monde. Puis, à cette époque-là, je m'en rappelle parce que dans mes jeux de jeune fille, j'étais quand même jeune, j'avais peut-être 13 ans. Je venais de commencer chez De Vinci. Non, c'est pas vrai. Mais dans le fond, j'étais très jeune, puis j'étais chez mon père. Je savais, je voyais arriver plus tard parce que c'était un contrat qui était quand même important. Puis, tu sais, dans ce temps-là, je comprenais pas nécessairement la gravité. Mais le contrat de Bixi, il y avait l'obligation de s'associer avec un fabricant québécois pour justement, parce que c'était un projet quand même structurant qui était en 2008, tu sais, rappelons-nous, 2007-2008, etc. Fait que c'était vraiment un projet structurant d'infrastructure pour justement un peu accélérer l'économie puis tu sais, stimuler l'économie. Donc, De Vinci a eu le contrat des vélos en libre-service, qui a été, dans le fond, le premier en 2008. Puis, depuis ce temps, c'est en fait 200 000 vélos à travers la planète qui sont faits, dans le fond, qui ont tous été faits au Saguenay, Lac-Saint-Jean, puis qui sont distribués sur tous les continents, sauf l'Arctique, évidemment. Puis, on est quand même très fiers de ça. C'est des vélos qui ont une durabilité quand même assez incroyable. Là, on discutait ce matin avec les gens de Bixi. Ça fait quand même 17 ans, puis on n'a pas de problème technique. On n'a jamais eu de vélos qui sont retournés pour problème de garantie vraiment là, du manufacturier. Vol, vandalisme, c'est des choses qui arrivent. Fait que ça, c'est notre deuxième créneau. Puis ensuite, pendant la COVID, on en a profité pour bonifier un peu notre parc d'équipement, le rajeunir. Donc, on a optimisé, on a investi près de 3 millions dans notre usine pour doubler notre capacité de production, automatiser nos opérations, puis augmenter notre efficacité opérationnelle. Donc, avec ça, on a développé aussi de la fabrication OEM. Donc, on fabrique des cadres pour d'autres entreprises, puis qui agissent dans le monde du vélo. Tu sais, on avait fait des cadres pour un partenaire européen. On se servait des accords de libre-échange pour être en mesure d'être autant compétitif que l'Asie avec des meilleures normes EGS, donc gouvernance sociétale et écologique, excusez. Puis, le dernier, tout récent, notre dernier bébé, c'est en fait le e-cargo. Donc, on a développé un vélo pour la livraison du last mile delivery. Amazon, tu sais, les vélos Amazon, etc., c'est que les livreurs, Purolator, etc., quand ils se promènent en petits camions, ont beaucoup de constats d'infraction. Ensuite, il manque de place pour se déplacer, etc. Donc, on a conçu un vélo là, qui est à peu près 1600 litres, 300 à 400 kilos de chargement arrière. Donc, il est électrique là, de chargement dans la boîte. Puis, c'est un vélo, dans le fond, qui est pour faire la livraison justement en ville, qui peut se promener pour augmenter l'efficacité des livreurs, justement, là, pour éviter les problèmes qu'ils pourraient rencontrer avec des camions. Fait que c'est ces quatre volets-là, ces quatre unités d'affaires-là qui fonctionnent tous ensemble pour justement venir un peu là, pallier l'un à l'autre dans les différents cycles économiques, avec la marque de Vinci qui est évidemment le pet project de tout le monde à l'interne, évidemment. C'est une compagnie avec beaucoup de passionnés. Donc, la marque de vélo de Vinci reste les vélos de loisirs qu'on développe avec passion par des cyclistes pour des cyclistes. Mais
on a tout cet autre éventail-là de produits qu'on développe, qu'on développe, produit et assemble chez Devin ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On écoute ça, puis on se doute que Florence est déjà jalouse parce que nous, on produit des cadres. Hein? Je peux t'en produire si tu veux. Non, mais c'est là où on réalise que parfois, peut-être justement, on réalise qu'on ne réalise pas à quel point au Québec, il y a une expertise, puis il y a vraiment tu sais, une expertise industrielle et qu'on est en train d'innover, et en train de trouver des solutions à des problématiques complexes comme la cyclo-logistique ou la logistique urbaine. J'aimerais aller du côté d'Amélie. Amélie, toi, quand même, se lancer, puis tu sais, fonder une boîte de services conseil, comment t'en es arrivé à faire ce choix-là? Euh, oui, bah, dans le fond, moi, vous l'entendrez rapidement, là, mon accent, je suis française comme Florence. Puis j'ai émigré, bon, je suis allée étudier donc, à Londres pendant mes études, plutôt tout ce qui était politique urbaine. Donc moi, je viens en plus du domaine, on va dire, moins ingénierie, puis plus politique, planification, aménagement de notre secteur. Puis, dans le fond, mon premier emploi était à Momentum, donc un petit peu plus tard que Maud, mais à 22 ans, voilà, j'ai rejoint l'entreprise. Donc, c'est un bureau de service conseil, d'aménagement. On était à peu près 13 personnes à l'époque, donc c'était vraiment une petite entreprise aussi, avec 3 fondateurs hommes, mais qui étaient aussi des bons alliés, je pense, dans mon parcours. 3 personnes qui m'ont beaucoup fait progresser rapidement. Puis quand j'ai eu le goût de venir découvrir le Canada, ils m'ont soutenue dans ce projet entrepreneurial, enfin intrapreneurial, on va dire, puisque c'est à ce moment-là que j'ai proposé d'ouvrir le bureau de Bobentom à Montréal. Puis ils ont un petit peu sauté sur l'occasion, encouragé cette aventure. Puis ça fait donc 8 ans maintenant que je suis arrivée ici, puis que notre entreprise fonctionne avec pas mal de mes collègues qui sont dans la salle. Parlais du domaine du génie, puis je pense que tu as des chiffres à nous partager. Les femmes restent encore hyper minoritaires. Ça ressemble à quoi, en fait, le domaine dans lequel tu évolues, ton milieu professionnel? Oui, c'est ça. Bah, dans le fond, je pense surtout en venant ici au Québec, on commençait pour les personnes qui travaillent dans l'aménagement, dans la salle. Quand on fait des projets d'aménagement cyclable, on fait des plans. Quand on fait des plans, on doit les signer. Quand on doit signer des plans, on est ingénieur. Donc, tous ces projets-là impliquent des ingénieurs. Donc oui, moi aussi, bon, je me suis préparée. Donc, j'ai un petit peu sorti des statistiques. Aujourd'hui, c'est 16% des membres de l'Ordre des ingénieurs qui sont des femmes. Donc, c'est voilà, un petit peu moins que votre 18% en France. Bah, c'est pas des ingénieurs, mais de la filière. Et puis, c'est sûr que bon, c'est des statistiques qui varient en fonction des tranches d'âge aussi. On a quand même plus de femmes dans les plus jeunes générations. Il y a eu aussi les universités qui font beaucoup d'efforts pour féminiser la profession. Donc, Polytechnique, par exemple, avait en fait, Ingénieur Canada a un objectif 30 en 30, donc en fait 30% de femmes dans la profession en 2030. C'est à l'échelle de tout le Canada qui a cet objectif-là. Mais par exemple, Polytechnique là, est arrivé dans ses derniers chiffres avec 29,6% de femmes. Puis il y a eu beaucoup de progrès dans les dernières années. Donc on voit que c'est quand même quelque chose, il y a une vraie conscience de cet aspect-là, une véritable évolution. Mais c'est sûr que, comme on le disait, quand les aménagements sont signés, pensés et dessinés par des hommes, c'est sûr qu'on prend moins en considération les femmes dans ce qu'on voit et ce qu'on observe. Puis quand tu vois une présentation comme celle de Florence qui nous dit il y a plus de 10 000 personnes qui travaillent en aménagement et en service conseil en vélo, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, peut-être, tu as sans doute des jeunes recrues ou des personnes avec qui tu travailles, est-ce que tu serais à l'aise de dire à quelqu'un, ben, l'aménagement, le service conseil en mobilité active, parce que c'est ce dans quoi tu te spécialises, c'est une voie d'avenir, je vous encourage à vous spécialiser là-dedans. Oui, bah, dans mon équipe, tout le monde se spécialise là-dedans, je crois. Il n'y a pas vraiment d'exception. Mais c'est sûr que oui, puis je pense que c'est vraiment ce que j'ai aimé là, de la présentation de Florence, c'est que finalement, c'est beaucoup plus large. Puis il y a plein de manières de même penser l'aménagement, parce que finalement, l'aménagement, c'est pas juste est-ce qu'on met telle largeur, est-ce qu'on met telle peinture, c'est aussi bah, à côté de quoi on met la piste cyclable, où est-ce qu'on se rend, c'est quoi la destination, c'est quoi les commerces qu'on va aider,
c'est quoi l'économie qu'on va créer avec. Puis je pense que tous ces éléments-là montrent qu'il y a une grande diversité d'aspects qu'on peut prendre en considération et donc aussi travailler avec plein de disciplines différentes dans notre manière de penser les aménagements cyclables. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut valoriser, puis qui montre aussi qu'il y a de la place en fait pour d'autres spécialistes qui ne sont pas forcément des ingénieurs et qui peuvent travailler dans ce domaine et vraiment bonifier et amener une manière différente aussi de penser ces aménagements. Je vais continuer avec toi encore pour une question. C'est quoi la valeur ajoutée d'être une femme, de prendre en considération la perspective des femmes et les besoins des femmes dans le métier que tu fais? Quelles sont les spécificités des femmes qui sont peut-être mal comprises si on considère qu'un cycliste, c'est un cycliste? Oui, alors là, c'est comme j'ai 4 pages de notes sur le sujet, donc on va essayer d'être synthétique. Les spécificités, bah, moi, c'est ça, je les ai un petit peu amenées sur le plan de l'objet, et Maud pourra en parler plus que moi, donc je lui laisse prendre ça. Les déplacements, donc c'est sûr que aujourd'hui, bon, je sortais quelques statistiques aussi. Au Québec, les femmes sont payées moins que les hommes, 82% du salaire des hommes. Les familles monoparentales sont en majorité des familles avec des femmes. Donc, quand on pense ça, on pense aussi toute la logique du déplacement. On va déplacer on se déplace pour aller au travail, pour aller faire ses loisirs, s'occuper d'une famille. L'automobile, qui est beaucoup au cœur de nos déplacements ici, ça complique tous ces déplacements. Ils sont plus longs, ils sont plus compliqués, on ne peut pas faire d'autres choses. Donc le vélo vient amener une grande liberté pour les déplacements de la femme et aussi vient créer aussi plus d'efficacité dans sa manière de vivre, puisque aussi c'est, par exemple, la charge mentale de tous ces déplacements est très, très lourde pour les femmes. Et le vélo, c'est aussi, par exemple, faire son sport en même temps que faire des déplacements qui servent à la famille. Donc, on vient créer une opportunité de mutualiser un peu des besoins pour ça. Il y a aussi toute la question un petit peu donc de penser les aménagements par rapport à ça. On parlait des vélos cargo. Donc, c'est sûr que d'avoir des modèles de vélos plus variés, ça vient aussi servir plus de besoins différents, de pouvoir faire ses courses, d'avoir aussi la possibilité d'avoir ses enfants à vélo. Mais donc, ça vient aussi impacter les aménagements, que ce soit les largeurs qu'on considère, les manœuvres aussi, les angles de virage qui peuvent permettre à ces vélos-là de circuler. Puis enfin, je dirais vraiment aussi l'aspect du stationnement dans la planification. Euh, Par exemple, je revérifiais, puis c'est pas quelque chose qui est vraiment dans les normes et dans les recommandations ici, mais nous, donc, le bureau qu'on a à Londres, on travaille avec les normes de la ville de Londres, puis c'est maintenant obligatoire à Londres d'avoir 5% de tous les stationnements vélos dans tous les projets qui sont pour des vélos non standards. Donc, qui sont pour des vélos, soit des vélos cargo, soit bon, je connais pas trop tous les noms techniques là, mais vous imaginez, voilà, les autres types de vélos, puis d'avoir vraiment ça dans tous les nouveaux projets pour permettre justement de répondre à une variété de besoins et donc de mieux, d'être plus inclusif dans l'aménagement. Merci, Amélie. Quand on parle de parité dans la pratique, c'est un exercice qu'on vient de faire quand même dans l'état du vélo en 2025. Puis les chiffres, c'est les suivants. 41% des cyclistes sont des femmes. Les pratiquantes de vélo sur route, on tombe à 33%. Et quand on regarde dans le vélo de montagne, on tombe à 26%. Le vélo de montagne, Maud, c'est un peu quand même le cœur de votre marque, etc. Puis je vais m'attarder à votre slogan en anglais parce que je le trouve vraiment intéressant. Vous avez choisi un slogan qui dit We make riders. Comment on fait pour faire des riders qui sont des femmes? Comment on s'assure de répondre aux besoins des femmes quand on est un fabricant de vélos, puis de moyenne envergure? Je ne sais pas si tu te définirais comme ça, mais c'est quoi les actions que vous, chez De Vinci, vous pouvez mener pour vous assurer que la communauté, par exemple la communauté du vélo de montagne, elle devient plus inclusive? C'est sûr que tout de suite en partant, on n'a pas les moyens des très grandes compagnies de vélo. Donc, on fait on est un peu plus créatif en ce sens-là. Donc, on n'a pas, par exemple, la chance de développer une gamme de vélos vraiment destinée aux femmes. Mais il y a des points quand même un peu plus faciles des low-hanging fruit pour s'adapter justement, puis s'assurer qu'il y a une certaine inclusivité pour toutes les cyclistes, les cyclistes et les cyclistes, c'est la même chose.
Premièrement, il y a le fait que, ben, en fait, ça, c'est juste quelque chose. J'ai toujours touché un peu aux ventes chez De Vinci. Fait que j'ai, dans les 10 dernières années, donc c'est quelque chose que je me rappelle. Avant, quand on faisait nos prévisions de vente, on avait quand même, le large était la taille qu'on vendait le plus. Avec égal de médium, égal d'extra large. Tu sais, ça me donne quand même le fait que les femmes sont un peu plus petites. On voit que c'était potentiellement plus une clientèle masculine. Puis au fur et à mesure des années qui avancent, surtout la pandémie, tout le monde s'est mis à faire du vélo. Après ça, c'est juste de voir qui est resté après à faire du vélo. Ça, c'est une autre discussion. Mais dans le fond, c'est juste, on a vu dans le fond le mouvement passer de la taille large à la taille médium, qui est maintenant le médium et la taille la plus vendue, avec autant de small que de large. Donc vraiment, la courbe, elle s'est décalée vers un peu des personnes peut-être de plus petite taille. Donc, on s'assure d'avoir des produits disponibles. En le fond, là, c'est le premier critère qui est quand même un peu ben, facile, qui est accessible, atteignable pour nous. Ensuite, on s'assure quand même d'avoir des vélos qui vont être visuellement, esthétiquement plaisants. Pas nécessairement juste pour les femmes, pour les hommes, parce que je pense que maintenant, surtout en 2026, je pense que les couleurs, il n'y a pas nécessairement de couleurs féminines, masculines, etc., mais des vélos quand même qui peuvent attirer autant les hommes que les femmes avec justement là, des couleurs un peu plus premium, un peu plus avec des finitions peut-être métalliques, etc. Fait qu'on est capable de jouer un petit peu sur ces éléments-là. De temps à autre, on va aussi introduire une couleur vraiment un peu plus punchée, fait qui va être destinée un peu plus à la catégorie des femmes. On a souvent vélo mauve, on avait eu un rose. Fait que bref, on fait des petits clins d'œil comme ça. Puis ce qu'on aime aussi beaucoup, qui selon moi est potentiellement plus impactant, c'est qu'on a quand même des femmes dans le fond, là, je reprends le début de ta question, le We Make Riders, c'est que l'industrie du vélo est vraiment focusée sur la performance. On le voit par les chiffres que tu as mentionnés au niveau de cyclistes de route, cyclistes de montagne. C'est vraiment quand même une industrie qui est axée sur la performance. Puis les marques, c'est beaucoup à propos de la ride. La ride, il y a beaucoup de slogans qui est à propos de ça, avoir un vélo super haut de gamme, etc. Puis mon conjoint et moi, on dit que le vélo, c'est un peu comme la nouvelle pêche. Avant, on rentrait avec nos enfants, on allait s'acheter, c'était le sport familial, le loisir. Peut-être qu'on est rendu un peu plus actif. On veut que ça aille rejoindre un peu le sport. Donc maintenant, notre vision, c'est comme, puis là, je m'éloigne un peu de la femme, mais ça va revenir. Dans le fond, on se dit, on voudrait rentrer, là, si moi je rentre chez un détaillant de vélo, j'aimerais ça ressortir, mettons, moi, mes 2 enfants, mon conjoint, on veut ressortir avec peut-être pas nécessairement une deuxième hypothèque. Donc, puis être capable d'en profiter avec notre famille, que ça devienne vraiment notre sport qui rassemble la famille. Puis ça, c'est un peu le We Make Rider. Fait qu'on sait dans la courbe un peu normale, là, on va pas aller offrir des produits super haut de gamme. Puis oui, on va manquer des ventes, mais c'est pas grave. On veut offrir un produit avec une grande valeur ajoutée. C'est quoi la grande valeur ajoutée? Un produit fait au Canada avec quand même un prix abordable dans le vélo de montagne, là. Donc, double suspension, etc. Donc, vraiment avoir le sentiment de fierté puis d'avoir un bon vélo. Puis vraiment mettre ça autour, juste tu sais, de rendre ça accessible à tous. Tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur vélo chez De Vinci. On pense que chaque personne a un rider en dedans de lui, là, un cycliste. Ça se dit un peu moins bien, effectivement, en français. Un rider à l'intérieur, puis tout ce qu'on a de besoin, c'est juste le bon vélo pour avoir du plaisir, puis devenir un vrai cycliste, un vrai rider. Il n'y a pas de, peu importe la taille, l'âge, l'occupation, c'est juste avoir du vélo, avoir du plaisir sur 2 roues. C'est vraiment ça qui englobe le We Make Rider. Puis au niveau fait que tout ça pour dire qu'on a vraiment tourné un petit peu notre shift vers, avant on avait une équipe de course, etc. Puis c'est quand même beaucoup de dollars dépensés sur peu d'êtres humains. Donc, on a vraiment tourné vers quelque chose de communautaire parce que tantôt, je disais les gens qui ont fait, qui ont fait du vélo pendant la COVID, tous leurs amis maintenant, ils sont retournés à faire des voyages, etc. Il n'y a plus le filet social. Donc, nous, c'est le filet social, la communauté autour du sport qui va les inciter justement à prendre le vélo, à aller faire une sortie, puis vraiment rester dans ce monde-là, dans le sport, puis qu'on en fasse vraiment un cycliste, au lieu d'être occasionnel, qui soit un cycliste un peu plus fréquent, puis qui en fasse son sport et qui aime ça. Donc, on a mis de l'avant The Movement, qui est un regroupement. Là, dans le fond, on a des ambassadeurs locaux, on a des ambassadeurs vraiment de la marque. Puis dedans, on est très fiers cette année. On a 2 femmes et on a 2 hommes. Donc, on a Ellie Hoskin, qui est en fait championne du monde en enduro, donc une discipline du vélo de montagne. Puis, on a Georgia Hassel, qui est allée au Red Bull Rampage, qui est une compétition de freeride, là, des gros jumps, puis vraiment des affaires quand même un peu extrêmes.
Puis elle a fini deuxième la première année et troisième cette année, l'année qui vient de se passer. Donc, on a des femmes quand même qui repoussent les limites du sport du vélo de montagne. Donc, c'est vraiment le fun d'être capable de supporter ce genre d'athlètes-là. Puis c'est un peu là qu'on va rejoindre peut-être là, les femmes, puis briser un peu les barrières justement que sont quand même sont très cool dans qu'est-ce qu'elles font. Puis on les met dans le fond sur un piédestal comme les hommes, puis on les encourage, puis on les supporte du mieux qu'on peut dans leur pratique. Ce que je trouvais intéressant aussi, Maud, dans ce que tu racontais de l'histoire quand tu avais 13 ans, tu sais, les débuts de Vinci, puis comment De Vinci a pu prendre l'ampleur qu'il a pris, c'est aussi le coup de pouce des pouvoirs publics, puis une volonté claire dans les politiques publiques de dire, ben, si nous, on injecte de l'argent public, on a envie que ça aille à la bonne place, puis que ça ait les bonnes retombées économiques. Florence, je pense que un des secteurs que tu nous as présenté, puis qui est un peu un maillon manquant dans l'industrie ou la filière vélo ici, c'est le vélo, de la location vélo de longue durée, qui est vraiment une façon de mettre des vélos dans les mains de gens pour qu'ils l'essayent. Euh, Votre industrie française a vraiment profité de cette filière publique. Peux-tu nous expliquer un petit peu, puis nous inspirer peut-être? Oui, on a une spécialité française, c'est la location de longue durée, autrement dit LLD, magnifique. L'idée, c'est de mettre à disposition pendant plusieurs mois, ou jusqu'à 9 mois souvent, un vélo, pratiquement toujours électrique, un VAE, contre une somme modique, environ 40 € par mois maximum, à des gens en leur offrant également tout un panel de services, notamment l'assurance contre vol et la maintenance est souvent inclus dans le service, ce qui est très important. Et donc, on a des choses, notamment au niveau Île-de-France. On a un dispositif qui s'appelle Véligo. Et là, la nouvelle phase de Véligo propose 17 modèles de vélos. Et sur ces 17 modèles, ça fait 40 000 vélos. Il y en a, la plupart, ils sont tous européens. Il y a des Brompton, il y a des vélos Van Ram pour les vélos adaptés parce qu'on n'en fait pas en France. Mais sinon, c'est des vélos faits en France. Ils ont vraiment fait le choix de privilégier les vélos faits en France. C'est dans leur c'est dans leur logique d'appel d'offres en tout cas. Et donc, c'est vrai que ça a permis également de développer et de bénéficier à l'industrie du vélo. Pareil, les autres dispositifs de vélo en libre-service, la plupart essayent vraiment de valoriser les produits faits en proximité. C'est le cas pour Vélib à Paris, c'est le cas pour d'autres villes à Lyon ou ailleurs, où il y a un choix vraiment très orienté vers le vélo fait en proximité. Je donne par exemple l'exemple d'Épinal, qui est la ville où sont produits les moustaches, les vélos moustache bike, sont des beaux VTT à eux. Et ben, le système de location en longue durée d'Épinal, bien entendu, c'est des moustaches. Voilà. Et ça profite à tout le monde, en fait, à l'emploi local aussi. Maud, quand tu entends des choses comme ça, est-ce que tu trouves qu'au Québec, on en fait assez pour que notre argent public en faveur de la mobilité active, il profite aussi à nos industries? J'ai eu beaucoup de temps venant du Nord, venant de loin. J'ai eu beaucoup de temps pour me poser des questions dans l'auto, discuter avec mon bon vieux ami ChatGPT. Non, c'est pas vrai. J'ai sorti un petit peu des statistiques. Ça m'aide beaucoup à faire le sommaire un petit peu de choses. Puis je discutais justement, je posais des questions sur les appels d'offres et tout ça en fait, là, parce que j'avais quand même beaucoup de temps pour y réfléchir. Je me disais combien de pourcents, parce qu'on est beaucoup dans une mentalité du soumissionnaire le moins cher. Je pense qu'on en voit quand même beaucoup, là, un peu comme petits scandales ces temps-ci, là. Fait que c'est pour ça que je pensais à ça et tout ça. Puis j'ai quand même pris le temps de regarder, là, puis de chercher ces choses-là. Puis en fait, là, il y a, selon là, le site le SEAO là, des appels d'offres, les appels d'offres qui ont été remportés par des compagnies québécoises dans les 10 dernières années, c'était à peu près 45 qui est quand même pas nécessairement un grand chiffre. Puis avec le fonctionnement actuel, je réfléchissais justement sur les débuts de Vinci, la diversification avec les Bixi, etc., les critères qui avaient été mis dans ce genre de soumission-là, etc. Il y a eu quelques changements depuis la COVID. Je pense que là, le taux a monté à entre 50 et 55 qui est quand même bon. Mais je trouve qu'on a encore une mentalité de dire, OK, on va prendre le plus bas soumissionnaire. Il y a toujours premièrement, des excédents, là, des écarts de budget, etc. On le sait, là. Puis ensuite, je trouve qu'on ne regarde pas assez nécessairement, OK, peut-être que l'entreprise québécoise, elle a une soumission qui est 10 plus chère que le plus bas soumissionnaire. Par contre, l'entreprise québécoise, elle va payer ses impôts à la fin de l'année. Fait que moi, l'argent que je vais lui donner, le gouvernement, je vais en avoir une partie en impôts.
Ensuite, elle emploie des personnes, évidemment, des communautés. Elle est au Québec. Toutes ces personnes-là vont gagner un salaire, toutes ces personnes-là vont payer de l'impôt aussi. Donc, tu sais, il y a souvent un peu le fait qu'on se dit, OK, moins cher, moins cher, moins cher. Mais est-ce qu'on réfléchit peut-être vraiment aux impacts de la société et des impacts économiques qu'on est capable de générer au Québec? Parce que c'est sûr que ça offre après ça des beaux emplois, puis on est capable justement de créer plus de richesses au Québec, puis de faire un petit peu croître cet argent-là en la réinvestissant directement là, chez nous, en fait. Là. Tu fais bien de le dire parce que dans l'étude économique qu'on a travaillé avec Raymond Chabot Grant Thornton, tu sais, on a pu quantifier que c'est 2400 emplois qui sont soutenus au Québec par la filière vélo, dont 240, non, pardon, 420 chez les fabricants seulement. Puis que c'est 180 millions de dollars qu'on ajoute au PIB. C'est de l'argent qui vient puis qui enrichit notre économie et tout ça. Puis là, on a le vélo électrique qui change la donne notamment en termes de parité. Hein. 43% selon nos chiffres des propriétaires de vélos à assistance électrique, ce sont des femmes. Je pense que ça ouvre sans doute la voie à l'utilisation des vélos cargo. Hein. Avant, il fallait quand même avoir des bons mollets pour pouvoir transporter un ou deux enfants sur des vélos cargo. Là, on les voit popper. On estime que c'est au moins 50 000 vélos cargo qui sont entre les mains de ménages québécois. Amélie, toi, est-ce que c'est un changement que tu as observé dans ta pratique? Puis, comment tu prends en compte cette nouvelle réalité-là pour t'assurer que ben, nos aménagements ils fonctionnent aussi avec cette réalité-là? Sur le vélo électrique, tu veux dire? Euh, oui, 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 tout à fait. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus présent, à la fois au niveau, c'est même tout ce qui est logistique urbaine, comme on le disait, cycle logistique, comment faciliter aussi cet aspect-là, aussi planifier différemment, être peut-être, ça permet aussi, je pense, faire des gains d'efficacité dans les aménagements qu'on propose, dans les aménagements de rue. Puis après, au niveau personnel, oui, bah, je dirais comme oui, oui et non, dans le sens que j'ai pas non plus beaucoup de discussions, on va dire, par exemple, avec des promoteurs sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a encore moyen de peut-être le rendre plus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une initiative très personnelle, mais peut-être moins une initiative c'est soit municipale ou soit au niveau, par exemple, je me dis des nouveaux bâtiments, des nouvelles tours. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas à disposition justement un ou deux vélos cargo pour ces résidents-là, comme on l'a presque avec Communauto qui va maintenant, enfin, qui a beaucoup de place dans des stationnements privés, enfin privés, ouverts au public, mais en tout cas sous des bâtiments. Donc de la même manière, pourquoi est-ce que c'est pas plus systématique justement d'avoir cette offre comme un des éléments qui est intégré dès le début dans l'habitation, qui permet d'être vraiment valorisé au niveau de nouveaux résidents dans un secteur. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un point aussi qu'on peut mentionner sur l'aspect vélo et les femmes, c'est aussi comme un petit peu l'intersectionnalité de cette inégalité, c'est-à-dire que c'est encore plus difficile souvent pour les familles migrantes, par exemple, de se mettre à faire du vélo. Donc, il y a aussi des personnes qui sont des nouveaux arrivants, qui vont voir, on est un petit peu bombardé de publicité sur l'automobile, par exemple, ici. Donc, tout de suite, on se dit, c'est un petit peu ça mon mode de déplacement. Mais est-ce que justement, dans des milieux, puis dans des endroits où des gens vont acheter leur première propriété ou prendre une location, est-ce qu'on pourrait faciliter justement la visibilité et vraiment l'accès à cette option de déplacement en ayant un petit peu plus cet aménagement et ce soutien systématique à cette offre-là? Ce que j'entends et ce que j'aime bien dans ton propos, c'est de dire ben, si on met des aménagements à disposition, on a un peu la pensée magique que si on le construit, les gens vont l'utiliser. Mais ce que tu nous dis, c'est que ça nous prend aussi de l'accompagnement et puis des mesures un peu sociales, d'éducation, de promotion autour de tout ça. Ben, je fais un peu mon. Ça m'arrange de dire ça, mais moi, je suis convaincue de tout ça. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle, que ce soit de façon en ligne ou dans la salle. On va maintenant pouvoir ouvrir les questions. Euh, Ceux et celles d'entre vous qui nous posent des questions, s'il vous plaît, présentez-vous. Gardez votre question succincte. Et puis, c'est Julien à l'arrière qui nous fera parvenir les questions s'il y en a de la part de nos personnes qui sont à distance. Alors, j'ai envie de tendre le micro. Qui aurait une question à poser à nos panélistes? Oui, Philippe. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de questions souvent. Là. Je vais essayer de me contrôler, en fait, d'en faire juste une.
Louis-Philippe, j'ai deux casquettes en fait. Je suis directeur d'un bureau conseil aussi en gestion des déplacements, mobilité durable, etc. Ça fait une dizaine d'années en fait que je travaille pour le bureau. C'est un bureau genevois. Et puis mon autre casquette en fait, c'est que je suis justement cofondateur d'un service de vélo cargo électrique en libre service. Donc le premier au Québec, le premier au Canada aussi. On a lancé ça l'année passée comme un projet pilote. Cette année, on est passé de 5 vélos à 15 vélos en libre service, donc on a triplé la flotte, etc. Mais avant qu'on arrive à pouvoir se lancer en fait dans cette magnifique aventure et complexe aventure aussi, on a buté en fait contre un gros problème. Puis c'est là où est-ce que Florence, j'avais une question pour vous par rapport aux assurances. Parce que les assurances, en fait, ça a été pour nous le gros problème, le gros obstacle où est-ce que on avait, on n'avait aucun assureur, en fait, qui était prêt à nous assurer autant pour les biens, autant pour la responsabilité civile. Euh, et puis, finalement, en fait, on a réussi à trouver une solution de peine et de misère à travers des contacts chez Locomotion, qu'on remercie d'ailleurs, parce que sinon, on n'aurait pas réussi à se lancer. Mais aujourd'hui, en fait, les grands assureurs, en fait, qu'il y a au Québec, au Canada, etc., ne fournissent pas, en fait, ce type de service. En France, en Europe, en Suisse, ailleurs, je pense, en fait, que ça existe, mais je ne sais pas, en fait, quel a été le cheminement, en fait, pour arriver à un point où est-ce qu'on puisse proposer, en fait, ce service. Est-ce que c'était par défaut? Est-ce que ça s'est fait petit à petit? Est-ce qu'il y a eu des revendications fortes, gouvernementales, du milieu sociétal, etc., pour y arriver? Ou comment est-ce que ça s'est fait? Alors, il y a plusieurs points, hein, et peut-être que Vincent a des compléments là-dessus. Vincent, qui est le délégué général de la FUB, hein, qui fait plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Premier point, on a un problème de vol, clair. Donc, c'est vrai que sur ce secteur-là, l'assurance est développée à destination des personnes sur le vol spécifiquement. Par ailleurs, sur les accidents, vous êtes couverte par votre responsabilité civile en France, ce qui n'est pas du tout votre cas. J'ai l'impression ici il y a un problème à ce niveau-là. D'après les échanges qu'on a eus, c'est un peu compliqué si vous tapez pas dans une voiture, ou si une voiture ne vous tape pas et que vous tapez juste le sol, ce qui peut arriver vu les nids de poules que vous prenez là. Donc, globalement, effectivement, nous, on a déjà cet avantage-là. Après, vous êtes sur un sujet très pointu qui est l'assurance d'un vélo assez lourd mis à disposition, enfin, dans ce cadre-là. Je pense que nous, la responsabilité civile, elle couvre la partie usage, mais pour vous, concrètement, effectivement, pour le bien, ça, c'est un autre sujet, surtout qu'ils sont dans la rue, hein, vos vélos, là, je les ai vus. C'est vrai que je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais on a maintenant des boîtes spécialisées dans l'assurance de vélo qui font des choses très intéressantes. Et moi, là, je changeais d'assurance pour tout vous dire. Parce que maintenant, je suis assurée au prix d'achat toute la durée, ce qui est quand même assez exceptionnel, toute la durée de mon contrat de location. Donc oui, je pense que c'est aussi un rôle des associations de cyclistes de faire bouger les choses et de faire bouger le marché pour aussi de faire remonter les besoins des différents acteurs. Enfin, et c'est aussi c'est un sujet économique et donc il faut faire grossir le marché. C'est toujours le même enjeu pour nous, hein. C'est dans l'économie du vélo. On a des partenariats aussi parce que notre enjeu, c'est faire plus de vélos pour que le gâteau soit plus gros et que du coup, tous les services puissent se développer sur une bonne base. Voilà. Mais j'ai pas de solution précise sur ce point quand même assez complexe, hein. Après, je peux vous donner des noms d'assurances peut-être qui pourraient peut-être venir jusqu'ici. Avec l'accord de libre-échange qu'on est en train de voir avec l'Europe, ça pourrait être... Dans un esprit de parité, je vais commencer ou je vais poursuivre avec une question féminine, on alternera. Alors, bonjour, Diane Pilon du Parc linéaire Le Petit Train du Nord. Bonjour tout le monde. Revenons aux femmes. Tiens, j'ai une petite question en relation à Florence. Est-ce que dans les régions, il y a plus de femmes impliquées dans des projets, dans la gestion de réseaux? Moi, j'ai comme l'impression, on n'a pas de statistiques vraiment précises, mais que les femmes en région sont beaucoup plus impliquées dans les communautés pour pouvoir faire la promotion du vélo. Alors, je vous pose la question. Alors déjà, j'ai un petit truc. Moi, je viens de faire le petit train du Nord pendant 3 jours. Donc, j'ai adoré. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de femmes sur les pistes cyclables ici qu'en France. C'est vraiment impressionnant. Donc, les chiffres que vous avez donnés là tout à l'heure, on n'est pas du tout à ces chiffres-là sur la dimension sportive notamment et loisirs. Mais vraiment pas. Et ça se ressent vraiment sur les routes. Et elles sont super bien équipées. Donc ça, c'est vraiment, ça fait plaisir à voir.
Après, au niveau communautaire, enfin, dans le plaidoyer, dans tout ce qui est association locale, les femmes sont très actives. Je pense que à la FUB, je pense que vous êtes une base de 50% presque de militants. Par contre, quand ça monte du côté des présidents, c'est un autre sujet. Voilà, toujours la même chose. C'est pour ça qu'on fait des trucs en non-mixité pour faire en sorte que les femmes deviennent présidentes aussi. Voilà. Donc après, c'est aussi au niveau des statuts qu'il faut faire bouger les choses pour leur... Et puis, faut les accompagner, il faut sortir du syndrome de l'imposteur pour leur dire qu'elles ont toute leur place et qu'au contraire, elles sont très, très, très utiles à la cause du vélo, qu'il faut qu'elles soient visibles. Donc oui, il y a une bonne base militante. Je pense que Vincent est d'accord, hoche de la tête dans le bon sens. Mais il faut qu'elle soit toujours plus visible. Voilà. Jacques Sénéchal, magazine Vélomag. Je sais que France Vélo, il y a eu un accompagnement financier du gouvernement euh, pour garantir la durée de la chose. Est-ce qu'il y a pérennité de cette aide financière? Et si ce n'est pas le cas, ça va être quoi la solution? Alors, en fait, c'est pas le gouvernement n'a pas le droit d'aider les filières économiques du vélo, donc on a une agence nationale qui nous aide un petit peu, mais ça couvre qu'un tiers, même pas, là, et de moins en moins d'ailleurs, de nos revenus, de notre modalité de fonctionnement. Nous, on est une structure très légère, on n'est pas très très lourd, parce qu'on ne peut pas se le permettre aussi. On est financé par nos membres, donc là, les 16 membres là, que vous avez vus, et par des logiques de projet que pour s'auto-financer, notamment le label, ben, il n'est pas gratuit. Donc, en marge de 10%, voilà, pour faire aussi faire en sorte de financer le temps qu'on y passe et les coûts de structure. Donc, la pérennité, ben, ça sera aussi en fonction de notre utilité. Voilà, simplement, je pense qu'elle est là, la logique. On aura déjà gagné des combats, on aura déjà fait en sorte que les gens se parlent, que l'économie de vélo soit visible et c'est la priorité. Mais la pérennité, vraiment à long terme, moi franchement, je vis au jour, année après année. Voilà. Parce qu'en plus, comme je ne sais pas si vous avez conscience du problème français, on avait un beau plan vélo qui n'est absolument plus financé par l'État. Parce que l'État considère qu'aujourd'hui, il y a d'autres priorités que de faire du vélo en France. Notamment, il faut financer l'armée. Ça a été dit par notre Premier ministre. Donc, voilà. Donc, on préfère faire des missiles que des pistes cyclables en France. Et donc, c'est vrai que le financement des pistes cyclables s'est réduit comme peau de chagrin ces dernières années. Et idéalement, tous les financements au développement de programmes vélo, même s'ils ont prouvé, bien entendu, leur utilité et leur efficacité. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Victoria. Moi, je fais du vélo. Mais tout d'abord, merci beaucoup de vos interventions. Je trouve que c'est super pertinent de parler de vélo. En plus, il fait beau maintenant. Ma question est un peu dans la logique aussi des pistes cyclables. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils font vos organisations respectives au niveau de la popularisation d'usage des pistes cyclables ou au niveau des politiques publiques parce que pour rendre le cyclisme ou le cyclisme dans ville, hors ville, populaire, je trouve que c'est indispensable d'avoir les pistes cyclables sécurisées et en bonne qualité. Merci. Alors, on travaille énormément sur la qualité des aménagements cyclables. Tous les acteurs, hein, donc la FUB, donc une académie des mobilités actives qui participe énormément à faire passer la bonne parole. On travaille avec les agences de l'État comme le CEREMA qui participe aussi à expliquer les bonnes largeurs, les bons rayons de courbure, les carrefours à la hollandaise pour ceux qui connaissent, enfin des produits un peu techniques sur les bonnes pratiques pour faire de la qualité dans les aménagements cyclables. Et après, ce qui est montré, hein, c'est que plus les aménagements cyclables sont de qualité, plus ils sont empruntés et plus ils sont empruntés par des femmes. Donc au Danemark, on est à 50% de femmes parce que les aménagements ils sont sûrs. Voilà. Donc si on veut plus de femmes sur des vélos, il faut déjà commencer par faire des aménagements cyclables. Et on voit très bien, enfin nous en France maintenant, dans des grandes villes, on a des bouchons hein, sur les pistes cyclables. Et on n'est pas aussi, vous en avez aussi, hein, d'une certaine manière, vous avez des queues qui remontent énormément, mais on n'est pas aussi bien docile. On n'est pas docile comme vous. Là, nous, on a un petit problème de dépassement et de gestion. C'est la guerre sur les pistes cyclables en ce moment. Mais bon, c'est un autre sujet. On a un petit problème de civisme. Si je peux juste ajouter aussi sur ce sujet, parce que j'en ai pas parlé tantôt, mais aussi la question de la sécurité au niveau éclairage. Puis moi, c'était intéressant, j'ai consulté pas mal d'amis et collègues sur le sujet pour préparer aujourd'hui. Puis est ressorti quelque chose qui, après, j'ai vu dans les recherches, est vraiment nommé comme étant le paradoxe de la sécurité.
C'est-à-dire que beaucoup de femmes se sentent plus en sécurité à vélo parce que finalement, elles sont plus rapides et peuvent plus échapper à des agresseurs dans l'espace public. Euh, mais en même temps, elles se sentent aussi moins en sécurité sur des routes plus rapides, des aménagements non séparés, et aussi elles sont en fait soumises aussi à l'agression des automobilistes. Il y a à peu près 25, les femmes sont 25 fois plus reportent 25 fois plus d'agressions par des automobilistes hommes à vélo que les hommes le font là. Donc il y a aussi toute cette dimension-là. Donc je pense que c'est aussi, c'est sur tous les aménagements sécuritaires, mais aussi de considérer que en fait déjà de manière générale être une femme dans l'espace public, c'est être moins en sécurité et donc de faciliter aussi ça au niveau de... Si je peux juste rebondir sur ce sujet, à Paris, le Vélib, la nuit, est utilisé majoritairement par des femmes, contrairement à la journée où c'est utilisé majoritairement par des hommes, pour des questions de sécurité. Les femmes disent très clairement qu'elles se sentent plus en sécurité sur un vélo que dans les transports en commun. Alors nous, on en a sorti un slogan, c'est Femmes, Vélo, Liberté. Et à l'occasion, on a fait plusieurs conférences sur ce sujet-là. C'est un peu détourné, on est d'accord, hein, mais bon, voilà, Femmes, Vélo, Liberté, moi j'aime bien ce slogan. Euh, et j'ai été extrêmement touchée par le témoignage du maire qui est venu me voir à l'issue d'une conférence typiquement sur ce sujet-là, qui m'a dit, ce soir, ce soir-là, ma fille serait rentrée à vélo, elle n'aurait pas été violée. Et je pense que c'est vraiment un message à faire passer. Le vélo nous permet de nous échapper d'un coup de pédale beaucoup plus facilement que quand on est bloqué dans d'autres dispositifs. Voilà. Et donc, le vélo, c'est aussi vraiment un vecteur important pour les femmes et les jeunes femmes et les femmes de plus âgées, pour toutes les femmes. Voilà. Ceux et celles que ça intéresse, je vous inviterai aussi à regarder ce que fait Accès Transport Viable, un partenaire de la Ville de Québec sur le sujet, Rue sans peur, les questions de harcèlement dans l'espace public. Et ils ont notamment des données vraiment intéressantes sur quels moyens de transport sont privilégiés ou au contraire évités par les femmes au regard de leur propre sécurité. Je pense qu'on a encore une question. Et puis, une deuxième aussi. Parfait. Bonsoir, Pascal Chardonnay. Je suis cofondateur d'une entreprise, d'un fabricant de produits d'entretien vélo qui s'appelle Mint and Dry. J'ai une question pour France. Peut-être que Maud a peut-être des raisons, une opinion là-dessus. On veut avoir beaucoup plus de femmes qui pratiquent le vélo. Dans la distribution, il y a très peu de femmes qui y travaillent. Je sais, pour faire beaucoup de cliniques avec ma conjointe cofondatrice, on fait beaucoup de cliniques auprès des femmes. Elles ne se sentent pas toujours bien accueillies dans la distribution. Est-ce qu'en France, vous avez un volet dans votre programme qui touche à ça particulièrement? Alors, oui, on a le même constat, effectivement. Et je pense qu'il y a vraiment des messages de pédagogie à faire passer auprès des hommes. Et également, on monte des formations spécifiques pour avoir plus de mécaniciennes vélo. Avec ce message qui est assez simple, hein. Une femme qui rentre dans un magasin de vélo qui est accueillie par une femme, elle repartira vachement plus facilement avec un vélo et des produits. Voilà. Elle se sentira mieux comprise. Et puis, il faut aussi faire passer des messages de formation auprès des hommes. Une femme qui arrive dans un magasin, c'est pas forcément une naïve. C'est pas forcément, on peut pas lui refiler n'importe quoi. Elle a autant de raisons d'être bien conseillée et de repartir avec un vélo qui corresponde vraiment à ses attentes. Et puis après, il y a un autre sujet que moi, j'essaye vraiment de porter, c'est qu'on peut travailler dans le vélo sans être une mécanicienne, une technicienne hors pair. Moi, personnellement, je ne sais pas changer de roue, voilà, mais je pars quand même toute seule. Je pars quand même, je fais du vélo, je fais 5000 km par an, voilà. Mais je parle beaucoup, beaucoup de vélo. J'ai visité toutes les industries possibles, toutes les usines de vélo de France, mais je ne suis pas une experte de la mécanique. Voilà, c'est pas grave. On peut aussi rentrer dans ce milieu-là parce qu'on aime la mobilité, même si on n'est pas une experte des plateaux et des dérailleurs, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment faire passer ce message-là auprès de toutes les femmes. Et il y a plein de choses aussi, par contre, qui doivent être évoluées sur nos vélos pour prendre en compte les problèmes des femmes. Bien entendu, la selle, c'est un sujet pour les femmes et pour les hommes. Et pour les femmes, il y a vraiment très peu de selles adaptées ou correctes. Et puis, il y a aussi tout ce qui est problème de taille de main, donc avec les gants, avec les freins qui ne sont pas adaptés, avec également, nous en France, on est plus petit que chez vous. Hein, la taille moyenne d'une femme, c'est 1,58 m. Ce n'est pas du cadre S, c'est du cadre XS qu'il nous faut aussi. Et en fait, c'est pratiquement pas facile, c'est très compliqué à trouver.
Donc, c'est du vélo qui est plus cher, plus complexe et tout cela. Donc, il y a toute une adaptation à apporter pour aussi développer ce marché. Voilà. Parce que c'est un super marché, au sens très beau marché, sur lequel il faut qu'on puisse aller. Oui, ben moi, en fait, je vais parler plus peut-être moins détaillant et plus dans l'industrie. En fait, moi, j'ai toujours été aux ventes, mais j'aime bien dire que derrière chaque grande cycliste se trouve un mari qui fait bien de la mécanique et du lavage. C'est mon cas. Vous comprendrez que je ne suis pas l'experte produit. Pourtant, moi, je vends des vélos. Je me déplace chez des détaillants. Je gère, dans le fond, nous, on a une représentante des ventes qui est une femme. Elle est extrêmement technique, bonne, elle fait ça, mais tu sais, je pense que tout le monde fait des bons produits. Moi, mon volet que j'ai développé, c'est le financement. Tout le monde fait des bons produits. Tout le monde fait des bons vélos. Moi, quand je rentre dans une boutique de vélos, je ne parle pas de technologie, de composantes avec mon client. On parle de son modèle d'affaires, son cash flow, son cycle des ventes, c'est quoi ses plus grands irritants, comment est-ce qu'on peut l'aider à passer à ça, et comment on peut se différencier parce que justement, tout le monde fait des bons produits. Comment on peut se différencier puis se distinguer sur un autre volet? Puis souvent, moi, mes clients, c'est des détaillants. Mes clients, c'est des passionnés. C'est des gens qui font du vélo, qui adorent ça, puis ont peut-être moins le edge financier, business aisé. Moi, les aider, regarder le cycle de conversion en caisse, travailler sur un modèle de paiement qui va les permettre de régler leurs factures au fil et à mesure que la saison avance pour ne pas se ramasser avec des grandes factures à la fin de la saison. C'est juste les éduquer un petit peu à ce volet-là. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai diversifié un petit peu. J'ai des représentants, j'ai des personnes vraiment plus techniques pour parler de ça, mais moi, je vais plus y aller avec un volet qui est parlons business, puis regardons comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider, puis changer ça. Fait que c'est un peu le edge que j'ai pris, mais nous, on a quand même, on avait des statistiques, là, je les ai ressorties. On a à peu près 30 en fait, on a 30 de Vinci, c'est 100 employés en moyenne annuellement. On a 30 de femmes dans l'entreprise, 35 pour tout ce qui est emploi d'usine, donc vraiment de plancher, assemblage, production, les soudeurs, etc. Puis, on a 25 dans les bureaux, mais on a quand même 40 de notre comité de direction qui est féminin. Chez Mint Dry, on comprend que c'est 50%. Bravo. On va prendre une dernière question parce qu'après, je pense qu'on a tous soif et faim. On va pouvoir passer à un aspect plus informel. Une question super rapide. On a parlé de mobilité et de vélo. Est-ce que c'est de droite ou de gauche? Eh bien, maintenant, je pense que c'est transpartisan. Je pense que ça n'a pas toujours été transpartisan. Mais aujourd'hui, en tout cas en France, on a des collectivités de gauche et des collectivités de droite qui font des choses fantastiques pour le vélo. Alors, je ne veux pas dire que l'extrême droite n'est toujours pas favorable au vélo et toujours très très pro vélo, sinon Vincent va me faire les gros yeux. On a encore des gros problèmes. Mais on a des collectivités de droite qui sont très engagées pour le vélo. Je donne par exemple l'exemple de l'Île-de-France. Valérie Pécresse, quand elle vous fait une déclaration d'amour au vélo, ça fait du bien quand même. C'est l'ancienne candidate de droite à la présidence. Bon, elle a fait un score catastrophique, mais voilà. Et puis sinon, on a par exemple notamment au niveau des régions, là on peut vraiment dire le président de Grand Est qui fait des marches fantastiques. Après, c'est vrai qu'on a des villes écologistes qui ont fait des choses bien plus intéressantes et bien plus poussées sur le vélo à ce jour. Donc voilà. Mais franchement, maintenant, il y a moi, mon combat, c'est plutôt d'essayer de le porter de manière transpartisane et de montrer que c'est plus un sujet d'opposition entre la droite et la gauche. J'ai cru comprendre qu'ici, c'était encore un peu plus compliqué que ça, c'est pas encore gagné. Mais la candidate à la mairie de Paris de droite qui s'appelle Rachida Dati, qui a perdu, elle à un certain moment était assez anti-voiture, anti-vélo. Elle a tenté de dire des horreurs sur la rue de Rivoli en disant que s'il y avait moins de monde, moins de commerçants sur la rue de Rivoli, c'est parce qu'il y avait une piste cyclable dessus. Voilà. Elle a arrêté assez rapidement de parler mal du vélo. Hein, globalement, il y a 25% de Parisiens qui font du vélo aujourd'hui. Hein, donc, il ne faut pas aller les chercher sur ce sujet-là. Il y a encore des oppositions. Mais aujourd'hui, les conséquences d'une politique qui a limité la place de la voiture dans la ville de Paris a fait en sorte qu'on a vraiment une pollution bien moins plus faible depuis 10 ans. On a une ville plus apaisée, une ville plus agréable pour les enfants, des conditions de vie, de se déplacer qui ont complètement changé. Et c'est le cas dans plusieurs villes, de droite comme de gauche. Donc, portons ce message que
Enfin, voilà. Moi, j'essaye de dire que c'est transpartisan et que ça concerne tout le monde. Et qu'on a des politiques publiques positives pour le vélo de tous les côtés, sauf à l'extrême droite, là, c'est sûr, mais nous, on a un peu peur du coup. Merci Florence. Donc voilà qui clôt cette partie de la soirée. Je vous remercie pour la richesse des échanges et vos questions parfois très pointues. Le festival Go Vélo, je veux bien passer à la prochaine. Ah ben, on y était hein, dans la période de questions. Et une petite dernière. En tout cas, le festival Go Vélo se poursuit demain vendredi, je vous le disais en début de soirée avec le tour la nuit et dimanche avec le tour de Lille. Et justement, avant de passer au 5 à 7, je voulais savoir si dans la salle, il y avait des personnes qui n'avaient jamais participé au tour de Lille ou au tour la nuit. Est-ce que vous voulez vous manifester? Ah ah. Je vais avoir besoin d'une main innocente parce qu'on a une paire de billets pour le tour de la nuit et une paire de billets pour le tour de Lille. Et moi, je ne peux pas faire des choix dans la vie. Vincent, toi qui ne connais personne, oui, mais tu viens de France, donc on ne pourra pas t'accuser de partisanerie. Parmi les gens qui ont levé la main, j'aimerais que tu fasses un choix. Je ne regarderai pas et que tu le distribues. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui s'étaient manifestés. Chacune des enveloppes. Ne fouille pas dans les enveloppes parce qu'on veut que les gens ils puissent y aller à deux. Donc, chaque enveloppe contient 2 dossards. S'il te plaît, remets. Voilà. Tu remets dans l'enveloppe, tu laisses l'enveloppe fermée et tu remets à 2 personnes de ton choix qui ont levé la main une paire de billets pour chacun de nos événements. Merci pour cette belle collaboration. On va maintenant prendre quelques minutes pour réarranger la salle. Donc, je vais demander en particulier à mes collègues de nous aider à tasser les chaises du côté de la vitre. Et puis, on va pouvoir sortir les bières qui nous sont offertes par notre partenaire, le Ciboire, et une belle variété de fromages parce qu'on a aussi le lait comme partenaire. C'est un des avantages qu'on a dans toutes nos soirées, c'est qu'on a des beaux plateaux de fromage. Merci à nos auditeurs en ligne d'avoir passé la soirée avec nous. Désolée de ne pas pouvoir vous offrir de bière et de fromage à distance, mais c'est partie remise l'année prochaine. Soyez parmi nous en présence. Bonne soirée.